tricheries que vous sentez même dans l'exploitation des données statistiques liées aux opérations d'enrôlement. Vous sentez que la CENI est en train de préparer une tricherie sur base des chiffres, une sorte de bourrage des urnes. Et lorsque on prend les données du recensement scientifique de 1984 chez nous, le seul recensement scientifique qu'il y a eu, lorsqu'on regarde les projections, la RDC connaît a un taux de croissance, si vous voulez, de 3% de la population chaque année. Un taux annuel de 3%. Alors, en partant des bases laissées, des données statistiques de la CI, de l'abbé Malo Malo, la CI actuelle avance le nombre de 5 millions, la CENI avance le nombre de des électeurs attendus, évalués à 5 millions d'habitants dans la province du Katanga. Mais d'où trouve-t-il ces 5 millions? Puisque là, ça nous fait penser à une croissance dans l'espace de 4 ans, puisque à 4 ans et quelques mois d'ici la fin du mandat du quinquennat, ça nous fait penser à un taux de croissance de l'ordre de 45%. Ce que scientifiquement parlant ne peut pas se produire, puisque le taux de croissance, si vous voulez, de la population est situé dans la fourchette de 3%. Donc automatiquement, on devrait s'arrêter entre 9 et 15% comme taux de croissance. Mais on parle déjà dans les cas du Katanga de 45%. Allez-y comprendre. Cela veut dire que donc, le bourrage des urnes, etc., par des électeurs fictifs se prépare. Et comment arrêter ça? Comment stopper tout cela? Il faudrait absolument la publication, l'audit du fichier que Malo Malo a laissé et la publication de ce que fait la CENI actuellement. Et il faudrait absolument, c'est ça, nous insistons, l'accessibilité à toutes ces données pour toutes les organisations, toutes les personnes intéressées, sans discrimination aucune. Toutes les organisations, tous les partis politiques, toutes les associations de la société civile, etc. Accéder à cela et que cela soit publié, etc. Donc, ça va permettre de critiquer et de voir où est-ce qu'ils sont en train de vouloir tricher, etc. Là, nous allons débusquer tout ça. Mais alors, à la lumière de ce qui s'est passé en 2006, on a vu avec le centre de compilation vraiment organiser des tricheries sur l'échelle internationale. Et comment on peut réguler, enfin, juguler à cette affaire qui a posé des problèmes même à des gens qui ont été élus, donc des candidats ont été élus, même à l'arrivée disqualifiés. Comment on peut gérer en fait ces centres de compilation? Est-ce qu'on doit publier, les résultats directement au bureau de vote ou bien au niveau du centre de compilation? Oui, mais tout est lié. Tout est lié. Quand le pouvoir organisateur des élections brille par l'amateurisme et brille par une politisation à souhait, donc le reste des tricheries, pour qu'elles soient débusquées, ça serait difficile. Donc il faut commencer par les sommets, c'est-à-dire le pouvoir organisateur des élections, avec ce que nous avons proposé comme amélioration, l'ouverture à d'autres courants qui sont absents, qui peuvent apporter, faire le contrepoids, etc. et apporter l'expertise. Alors, pour éviter tout ça aussi, il y a des mesures supplémentaires, complémentaires qu'il faut prendre, notamment la publication de résultats dans les bureaux de vote. Voilà, directement dans les bureaux de vote. Directement après le dépouillement. Et puis, il faudrait également... pas dans les centres de compilation, parce que là, il y a toute une manœuvre derrière. Même pour les centres de compilation actuellement, nous avons aussi demandé, nous demandons aussi
la révision, le recrutement d'autres membres, d'autres agents, cadres opérationnels de cette CENI, puisque c'est l'ancienne équipe que l'abbé Malo Malo a laissée et qui continue à travailler, sauf quelques petites modifications à gauche et à droite. Donc tous ces agents qui sont dans des centres de compilation devraient être changés, etc., puisqu'ils ont un passé qui n'est pas reluisant par rapport aux tricheries dans le cadre de compilation et traitement de résultats dans les différents centres. Donc, il faut que tout ça soit publié dès lors que on a terminé les dépouillements dans chaque bureau de vote et à tous les échelons où le résultat, leurs sommations sont faites. Il faudrait absolument la transparence, il faudrait absolument qu'on publie tout ça au vu aussi de tout le monde. Mais vous avez parlé des hommes, on peut changer les hommes, mais les institutions restent. Et les institutions là ont l'argent et ils peuvent corrompre, se fourvoyer à des corruptions à une grande échelle. Donc les agents qu'on va mettre, ils vont refaire la même chose bis repetita. Bon, là il faut peut-être que les communautés de base puissent s'organiser pour publier leurs propres résultats. Et s'il y a une forte organisation au niveau du sommet, je crois que nous aurons une copie certifiée conforme des résultats qui sont le résultat du peuple par rapport à un résultat qui nous sera présenté par un pouvoir corrompu, un pouvoir acheté par ceux qui passent, si vous voulez, par ceux qui plongent leurs mains dans les caisses de l'État. Merci Sampo. Là, on va aller vers le centre d'accueil de la presse étrangère pour commencer un entretien avec Freddy Moulongo. Et là, vous allez détailler en fait l'ensemble de projets et bien sûr dénoncer les exactions commises en RDC, la politique de caporisation et aussi les systèmes mis en place par, je peux dire, ce système voyou de la RDC et que vous dénoncez aujourd'hui à Paris. Nous sommes à Paris, vous rentrez bientôt à Bruxelles pour continuer votre travail. Merci. Merci. Merci à l'honorable Noël Mamère, organisateur de ce grand colloque sur la problématique des élections en République démocratique du Congo. En tant que défenseur des droits de l'homme, membre de la société civile congolaise, me demander de parler des élections qui sont attendues au mois de novembre me pousse à parler sans complaisance de ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui aurait dû être fait, pour que ces élections soient réellement libres, transparentes, démocratiques et même apaisées. Malheureusement, nous constatons que durant le quinquennat qui va prendre fin au mois de décembre, le 6 décembre, beaucoup de choses qui auraient dû être faites ne l'ont pas été. Des choses qui auraient dû être faites par le gouvernement congolais. Des choses qui auraient dû être faites dans la mise en place d'un cadre propice à l'organisation des élections acceptables, des élections honnêtes. La mise en place, notamment, des conditions à même de rassurer tout le monde. Là, on s'attendait à ce que le gouvernement congolais aille dans des réformes, notamment du secteur sécuritaire, les réformes de la justice. On s'attendait, durant les 5 années, que le gouvernement congolais mette en place les structures d'accompagnement de ces élections, notamment le pouvoir organisateur des élections. Même s'il y a eu une CENI qui s'est mise en place, cette CENI a été mise en place dans des conditions que tous nous connaissons, un peu tardivement.
le gouvernement congolais devait absolument prendre des mesures nécessaires pour que ces élections se tiennent dans les cadres acceptables, notamment dans les domaines du recensement, vider la question, la problématique de dénombrement de la population. Évidemment, aujourd'hui, on nous parle encore d'un dénombrement de la population électrice au niveau de ce que l'on appelle la révision constitutionnelle. Nous nous attendions à ce que ce gouvernement, pendant les 5 années du mandat qui va s'achever, puisse procéder au recensement général de la population qui pourrait permettre l'élaboration d'une bonne liste électorale. Nous nous attendions aussi dans la mise en place de la haute autorité de médias. Nous nous attendions également dans la mise en place de la commission de droits de l'homme. Nous nous attendions aussi dans la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Nous nous attendions également qu'un travail d'éducation civique soit fait pour sensibiliser la population. Malheureusement, tous ces préalables, ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas limitatif, tous ces préalables n'ont pas été réunis avant les élections qui sont attendues dans plus ou moins 4 jours. On a dû seulement constater que lorsque la société civile congolaise, le parti politique de l'opposition ont essayé de faire pression que le pouvoir de Kinshasa, le gouvernement, se mit à booster dans le sens d'aller vers la préparation de ces élections. La CENI a été mise en place de la façon que tous nous connaissons, en excluant la société civile et en constituant une commission électorale de 7 membres, dont 4 représentant la majorité présidentielle et 3 représentants de l'opposition institutionnelle. Alors nous sommes inquiets de constater la politisation de ces pouvoirs organisateurs des élections et nous sommes très inquiets même de constater que cette CENI est commandée par des personnes vraiment attachées à certains candidats, notamment le président sortant. C'est à la suite de toutes ces pressions qu'on a dû constater qu'il y a un calendrier électoral a été mis en place dernièrement par la CENI, par sa décision numéro 17 du 30 avril. Un calendrier qui a été fort critiqué et dont l'analyse profonde démontre que ce calendrier est irréaliste et même anticonstitutionnel. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Demandez, pendant les 5 ans, demandez à un activiste de droits de l'homme que je suis, je vous dirai que ce qui s'est passé pendant ces 5 années, c'est pratiquement des violations massives des droits de l'homme, des assassinats. Et je suis ici, je dois vous dire que nous, défenseurs des droits de l'homme, c'est difficile d'accepter l'assassinat d'un grand défenseur des droits de l'homme, de la trempe de Floribert Chebeya, et dont aujourd'hui les procès piétinent. Et on nous amène vers un procès qui pourra parler d'un certain homicide, un homicide volontaire, etc. Et pour cela, les défenseurs des droits de l'homme ne l'accepteront pas. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement une campagne pour claironner certains atouts, certaines réalisations, quelques réalisations, soi-disant les 5 chantiers, etc. C'est bien beau. Mais pendant tout ce temps, pourquoi on n'a pas pensé à préparer les élections considérées comme périodiques, des élections considérées comme consolidatrices du processus démocratique de chez nous? On a laissé pourrir ce temps et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une sorte d'impasse, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Voilà pourquoi
on nous a dit que le temps était très limité. On a beaucoup de choses à faire, à dire, notamment revenir sur l'amateurisme, la politisation de la commission électorale indépendante. Je vous donne un exemple de manque de professionnalisme de la CENI. Lorsque dans son calendrier, on n'arrive pas à distinguer, par exemple, la convocation du corps électoral et le scrutin proprement dit. Et on fait de la confusion, et évidemment, on vous dit 90 jours à partir du scrutin ou de la convocation du corps électoral, y compris les électeurs. Dans la publication du calendrier électoral, vous sentez qu'un acte administratif d'un pouvoir organisateur des élections devient un ordre, une imposition par rapport aux autres institutions. On vous dit par exemple qu'il faut qu'au 31 mai, le Parlement puisse publier les calendriers, etc. Alors que vraiment c'est indigeste de faire apparaître tout cela. Et vous constaterez avec nous aussi la confusion qui règne entre les termes et les procédés liés au dénombrement de la population. Tantôt on nous parle des révisions du fichier électoral, tandis que les législateurs parlent plus de cette révision. Mais effectivement, quand on constate qu'en réalité, on appelle tous les Congolais en âge de voter d'aller se faire enrôler. Alors que dans notre entendement, on pensait qu'avec tout ce qu'il y a eu au niveau de la CENI, comme enrôlement des électeurs, il a fallu tout simplement demander aux personnes qui ne s'étaient pas fait enrôler en 2006 de venir se faire enrôler, et évidemment les personnes qui ont atteint l'âge de voter. Malheureusement, il y a eu un flottement entre les ministères de l'Intérieur et la commission électorale indépendante, les ministères de l'Intérieur qui pensaient qu'il y a de l'argent de l'ONU au niveau du PNUD pour pouvoir recenser la population congolaise. Et finalement, il y a la CENI qui arrive, qui continue un peu sur le mode CI, etc., avec la révision constitutionnelle. Mais on s'est dit, mais alors, avec autant de machines, plus ou moins 16 000 kits électoraux, d'où vient que les opérations piétinent avec du matériel, des kits qui ne fonctionnent pas? Cette opération se fait dans des conditions délétères et on nous parle d'enrôlement des personnes qui ne sont pas qualifiées, les enfants, on nous parle de retard, on nous parle de beaucoup de problèmes. Alors, nous pensons à la société civile que quelque part, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas de transparence dans la gestion de toutes ces opérations qui doivent nous conduire à la confection de la liste électorale. Il me reste encore combien de minutes, Gislaine? Merci beaucoup. On a beaucoup à dire, mais dommage. Mais alors, j'en arrive à la petite conclusion en attendant probablement que les questions soient soulevées. Bon, ma petite conclusion est simple. Le quinquennat qui va se terminer n'a pas donné l'occasion, ou si vous voulez, n'a pas permis la mise en place des conditions qui puissent nous amener à des élections acceptables. Pourquoi? Par manque de volonté politique des animateurs principaux de notre gouvernement et par une certaine complaisance de la communauté internationale par rapport au travail qui devait être fait. Alors, on me pose la question, on pourra peut-être me poser la question, mais comment en sortir? Pour en sortir, nous proposons à la communauté nationale et internationale qu'on aille vers la conclusion d'un protocole d'accord avec les Nations Unies en vue du renforcement du mandat de la MONUSCO en rapport avec les élections, en y incluant notamment
les rôles de sécurisation du processus électoral, les rôles de certification de toutes les opérations préélectorales et électorales, et même post-électorales. Et c'est à l'instar du rôle que l'ONU a joué lors des élections en Côte d'Ivoire. Nous voulons également proposer que tout le travail qui a été fait par la CI soit audité et que l'on permette à l'opinion d'accéder à toutes les opérations d'élaboration de cette liste. En d'autres termes, de rendre accessible et transparente toutes les opérations d'élaboration de la liste électorale et la traçabilité de l'enrôlement des électeurs. Il faudrait que la CENI publie ce qu'elle a déjà fait, mettre ça sur la place publique et permettre aux organisations de la société civile d'accéder à toutes ces informations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous proposons et qui n'est pas limitatif. J'ai dit, je vous remercie. Paul Sampo, bonjour. Bonjour. Avec Roger Bongos, ici au centre d'accueil de la presse étrangère, nous allons essayer un peu de faire les contours sur les enjeux des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Alors, vous qui avez été responsable de la Ligue des électeurs au Congo, vous êtes maintenant au niveau du FDH, au niveau international. Alors, lorsqu'on parle des élections... Secrétaire général, bien entendu, il faudra le spécifier. Hein? Lorsqu'on parle des élections en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit, c'est pratiquement une comparaison d'il y a quelques années. En 1994, comme vous le savez, il y a eu un événement en Afrique, les élections fort réussies en Afrique du Sud. En ce moment-là, je me trouvais encore en Afrique du Sud, j'ai observé ces élections dans toutes les phases, même à la passation du pouvoir, et j'ai versé des larmes en tant que Congolais, puisque je me suis rappelé une citation célèbre de Franck Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Eh bien, le canon, c'est pratiquement l'Afrique du Sud. Et je disais en ce moment-là que le canon avait été astigué, nettoyé, pour que l'Afrique puisse démarrer. Alors, l'asticage, le nettoyage, c'était les élections réussies en Afrique du Sud, où pratiquement l'apartheid était symboliquement et politiquement et même tombé. Alors j'espérais qu'il fallait en faire autant pour la République démocratique du Congo, qui est effectivement cette gâchette-là. Mais autant d'années après, je constate qu'il y a eu du gâchis. Un gâchis, 6 millions, voire même plus que ça, de vies fauchées inutilement. Du gâchis par rapport à nos ressources naturelles qui sont exploitées au mieux des intérêts de multinationales et de quelques individus. Alors aujourd'hui, quand on me parle de ces élections-là, je rêve toujours des élections chez nous qui doivent générer un nouvel ordre sociopolitique, qui doivent permettre le rééquilibrage de nos relations avec nos voisins et des élections qui puissent permettre de mettre au pas la République démocratique du Congo. Ces élections, on ne les a pas encore eues. En 2006, il y a eu des élections que moi je considère toujours, et beaucoup de compatriotes, comme une mascarade électorale, puisque le minimum des conditions de liberté, de transparence et même les conditions d'une élection démocratique n'étaient pas réunies. On a tout simplement donné un chèque en blanc à des groupes, à des seigneurs de guerre, dont l'un est aujourd'hui au pouvoir, qui tient les manettes du pouvoir, etc. On n'a pas donné à ce pays la chance de pouvoir renouveler, ne fût-ce qu'au 1/5 sa classe politique. Tous les gens qui tournent dans les institutions congolaises, ce sont des gens qui sont sous la botte
d'un pouvoir qui est venu de la façon que vous connaissez, de gens qu'il faut libérer. Donc aujourd'hui, si on parle des élections qui doivent avoir lieu à la fin de cette année, en novembre, moi je me pose 1001 questions. Est-ce que ces élections seront à la hauteur? Voilà ce qui me fait raisonner, qui me fait réfléchir avec d'autres collègues, qui nous place dans une position de toujours surveiller faits et gestes posés par ceux qui ont la charge d'organiser ces élections. Les animateurs des institutions en général, et en particulier la commission dite électorale nationale indépendante, la CENI. Le 16 mai 2011, Noël Mamère a organisé un colloque à l'Assemblée nationale portant sur la réflexion sur les élections en RDC et le massacre, bien entendu, et faire en fait un bilan sur ces pays. Et, quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces colloques et qu'est-ce qui a été le résultat, bien sûr, de ces colloques? Eh bien, c'est un début d'une réflexion que nous allons mettre sur la place publique, afin de placer les uns les autres devant les responsabilités. Les uns, c'est-à-dire les Congolais qui gèrent, les autres, c'est la communauté internationale. Alors, le député Noël Mamère partage la même analyse que nous. Pratiquement un état des lieux très sombre en matière de préparation des élections, puisqu'il y a l'hypothèque qui pèse sur ces élections. L'hypothèque que nous n'avons pas pu résoudre lorsque nous nous sommes retrouvés au dialogue intercongolais, les Congolais, pour vider le sac et se mettre vraiment sur une voie qui pouvait aboutir à ce que le pays redémarre. Et malheureusement, le dialogue intercongolais, dans les résolutions qu'on avait prises, dans les objectifs qu'il fallait, ce dialogue a échoué, etc. Les objectifs n'ont jamais été réalisés. Alors, on considère, entre autres, que cette hypothèque aujourd'hui pèse sur le reste du parcours de notre pays. Alors, à cette étape, nous constatons malheureusement que ces élections dont on parle tant au pays n'ont pas été préparées convenablement, à tout point de vue. Le tableau ou les résultats a été que ces élections qui sont annoncées risquent de nous amener deux problèmes, un conflit qui risque... Conflit armé, vous parlez? Mais pourquoi pas? La révolution de tout un peuple, etc. Il y a toutes ces menaces-là. Le résultat de ces colloques a démontré que voilà, le gouvernement a passé pratiquement 5 ans, un mandat, à ne rien faire, je le dis et je le souligne, à ne rien faire, si ce n'est que s'occuper, les animateurs, si ce n'est que s'occuper à se remplir les poches, ça c'est un, à se singulariser par les violations massives des droits de l'homme qu'un de leurs, le ministre de la communication, Lambert Mende, a choisi de couvrir à travers des ripostes, à travers des réactions qui n'en tiennent pas, alors que tout le rapport des organisations de défense des droits de l'homme souligne que la RDC est un tableau noir, est une tache noire, très noire, et qui ne respecte pas du tout les valeurs de dignité, avec des faits avérés. Mais on a vu un chantre du gouvernement de cette équipe-là vraiment à passer tout son temps, au lieu de pousser ses collègues du gouvernement à préparer cette dispensation qui devrait nous aider, tant soit peu, à consolider le pas vers la démocratisation du pays. Ce gouvernement a passé, au sens large du mot, les institutions, pendant ces temps, ont passé leur temps, malheureusement, à claironner sur ce qu'on a appelé les 5 chantiers, comme si le valeur de dignité devait être relégué au second rang et prendre quelques réflexions de route à gauche, à droite, et chanter, voilà, tout un programme. Non. Alors c'est ça, malheureusement, des assassinats, vous en connaissez. Le tout dernier, c'est celui de Fidel Bazana, Floribert Chebeya, etc.
dont on veut orienter vraiment, je ne sais pas moi, organiser un procès, un faux procès, que l'on veut faire aboutir à une sorte d'homicide involontaire. On parlerait de la bavure. On parlerait de la bavure. On parlait de la bavure. Et Armand Tungulu et tant d'autres, les arrestations de paisibles compatriotes qui font leur travail, comme les journalistes Babi Balukuna, etc. et tant d'autres. Et nous avons de preuves, des éléments avec nous en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, qu'il y a chaque jour des violations des droits de l'homme, sans parler des violations de droits des femmes, de violences sexuelles, etc., des viols, etc., qui sont massifs et dont les chiffres sont effrayants, etc. Voilà tout ce que ce pouvoir a fait, ce régime a fait pendant 5 ans. Et aujourd'hui, nous dire que nous préparons les élections. Mais quelles élections? Sans Cour suprême, dont on attendait, sans recensement, ils pouvaient au moins vider la question du recensement, puisqu'ils avaient dit qu'ils avaient l'argent. Le ministre de l'Intérieur, M. Adolphe Lomanou, et les autres, ils ont dit qu'ils ont l'argent du PNUD pour faire le recensement scientifique. Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas mis en place la haute autorité des médias. Les réformes du secteur sécuritaire, du secteur de la justice ont échoué. Vous n'avez pas une justice indépendante. Bon, avec tout ça, vous n'avez pas les autres structures d'accompagnement du processus, notamment la Commission nationale des droits de l'homme. Vous n'avez pas une commission vérité, réconciliation, dont on a besoin pour savoir et aller vers une réconciliation qui s'impose. Et aujourd'hui, vous me dites que voilà, il y a des élections avec une CENI, un pouvoir organisateur des élections, où il y a l'amateurisme, le manque de professionnalisme, où pratiquement il y a la politisation. Ngoï Mulunda qui bien entendu, a des tendances, des acquaintances avec le gouvernement en place. Que pensez-vous de tout cela? Oui, Ngoï Mulunda, vraiment, ça c'est le lieutenant, l'homme à obéir aux faits et gestes du président actuel, de Joseph Kabila. On sait que dans sa petite paroisse à Barumbu, il disait à ses fidèles, ils sont là, ce sont des Congolais. J'adore Kabila, je rêve Kabila, je me réveille Kabila. On a oublié tout ça. Ngoï Mulunda est venu à la société civile lors du premier forum en Nganda, avec les autres qui sont partis au pouvoir, les Baudouins, Amouli et les autres. Nous avons tenu une première réunion lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila. Ngoï Mulunda est arrivé, on sait comment il agit, etc. Donc ne nous voilons pas la face. Ce monsieur-là va défendre sa chapelle, va défendre son homme, et son homme c'est son patron, c'est Joseph Kabila. Actuellement, on a dit, bon, il fait des petits gestes, il va voir, consulter à gauche, à droite. Oui, une chose c'est d'aller vers les partenaires, discuter avec eux. Mais une autre, et la plus importante, c'est de tenir compte de leurs revendications, de leurs contributions, etc. et de rendre. Mais on a vu, entre le premier et le deuxième tour des élections, je crois, après le premier tour des élections à l'époque, en 2006, on a vu Joseph Kabila marcher à pied, aller vers son challenger, à pied, jusqu'à son domicile, lui serrer la main. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie, mais en toile de fond, on sait que Ngoï Mulunda ne va jamais trahir les personnes qui ont fait qu'il soit là, etc. Freddy Monongo. Oui, Paul Sampou, vous n'êtes pas une personne à présenter. Je disais donc, par rapport au Congo, vous êtes une des personnalités importantes de la société civile. Vous avez été la première personne à dénoncer le placement de l'abbé Malou Malou à la tête de la commission électorale indépendante. Dites-nous un peu, comment est-ce que Malou Malou est arrivé à la CI? Et puis, la seconde question, qui est subsidiaire à la première, c'est que les 5 commissions dites institutions citoyennes qui devaient fonctionner, à laquelle on avait placé les soi-disant personnalités de la société civile, n'ont rien fonctionné. Enfin, la haute autorité des médias, Moutinga, a été ce qu'il a été. Au niveau de la commission anticorruption, c'était la même chose. Oui, oui, voilà. Vérité et réconciliation
ça n'a jamais travaillé. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une société civile congolaise qui existe encore? Donc, bon, Malou Malou et la société civile. Malheureusement, c'était un bon schéma qui pouvait nous aider à faire des progrès. Mais ce schéma a été dévoyé, si pas, disons, abandonné, puisqu'on a placé devant, à la tête de ces commissions d'appui à la démocratie, ces institutions citoyennes, on y avait placé des pseudo-animateurs de la société civile que l'on ne connaissait peut-être, que l'on ne connaissait pas avant dans cette lutte-là, et qui venaient de l'intérieur, puisque moi je dois vous dire, pour vous peut-être vous faire rire, lorsque nous sommes allés à Gaborone, moi en tant qu'observateur de la société civile, à Gaborone pour démarrer le dialogue intercongolais, on a vu les soi-disant animateurs de la société civile qui venaient de provinces, dont vous avez cité parmi eux ceux qui ont dirigé ces institutions-là, s'afficher, admirer les seigneurs de guerre, ne sachant où donner de la tête, etc. Ce sont ces gens-là qu'on avait placés, ce sont des gens que l'on a exploités politiquement, qui n'étaient pas des personnalités indépendantes, qui ont géré et qui n'ont pas fait leur travail comme il se devait. Malheureusement, on n'avait pas recouru à la vraie société civile qui s'est toujours battue et que vous connaissez, que le peuple connaît, qui dénonce au jour le jour les violations des droits de l'homme au risque de leur vie. Mais si on avait placé par exemple un type comme Floribert Chebeya à la tête de l'Observatoire national des droits de l'homme, mais nous tous nous serions derrière pour soutenir et dire non quand c'est les non, les oui quand c'est les oui. Mais on a vu des gens comme les Pinga, etc., qui a ménagé le pouvoir et qui aujourd'hui est abandonné. Il est très malade, il est abandonné, qui a aménagé le pouvoir en place, etc. Il paye maintenant le prix puisque Kabila marche avec ceux avec qui il marche dans la dispensation, dans la péripétie, mais après, il vous sacrifie, il remplace par d'autres, chez qui il suscite l'appétit, etc. Mais c'est ça un peu sa façon, son mode opératoire. Alors, voilà pourquoi... Mais vous avez les soucis, Paul, vous avez les soucis par rapport à la communication, enfin, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qui doit remplacer la haute autorité des médias. Mais vous savez très bien que les journalistes n'ont pas été libres d'exercer leur métier avec la haute autorité des médias de Mutinga. Voilà pourquoi nous savons tout ça. Voilà pourquoi nous sommes sur le principe. En tenant compte de certains principes, certains standards, et même les principes de Paris en ce qui concerne la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Bon, nous sommes aussi conscients que si on ne fait pas attention, on va créer encore des pseudo-structures animées par des gens acquis au pouvoir, comme c'est le cas en place, c'est le cas de la CENI, etc. Actuellement, on en est conscient. Voilà pourquoi le Congo aujourd'hui a besoin d'un leadership qui puisse permettre à tous ces cerveaux, toutes ces compétences de notre pays de pouvoir mettre à contribution toute cette richesse afin de construire le pays. Et pour le faire, on a besoin d'un homme qui donne le déclic, si vous voulez, le déclic vers une démocratisation sincère. Jusque-là... Alors, on parle de démocratisation sincère et je veux m'attarder sur cela. Hier, Étienne Tshisekedi est arrivé à Paris. Il était en réunion avec le membre de la francophonie, il me semblerait. Oui. Et alors, vous l'avez rencontré. Quelle a été la teneur de votre discussion? Évidemment, c'est un homme politique. Nous avons des contacts avec tous les hommes politiques qui le veulent. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, puisqu'il y a des acteurs politiques qui sont inquiétés par le fait qu'ils ne peuvent pas battre campagne, ils ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. Vous savez ce qui s'est passé au niveau à l'est du pays, et même à Kinshasa, etc. Et bien sûr, il y a la pression qui a aidé que M. Tshisekedi puisse
organisé son meeting du 24, je crois, avril, 24 avril, etc. Et bon, il y a eu des pressions populaires. C'est pour dire que ça paye quelque part quand le peuple se met debout. Mais en réalité, on sait que les élections à venir vont se passer dans un climat très tendu, etc. Donc, il fallait pour lui prendre aussi contact avec les organisations de défense des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans oublier, par exemple, que dans les Katanga, par exemple, qu'il y a des personnes qui veulent, je ne sais pas moi, secouer encore les démons de la division, etc. Mais tout à fait. Mais alors, on doit prévenir tout ça, et nous aussi, défenseurs des droits de l'homme, nous allons vers ces acteurs politiques clés pour qu'ils nous disent comment ils entendent gérer les tensions sociales, les tensions politiques liées aux élections, etc. Pour qu'on sache comment agir. Mais retenez très bien, mes chers frères, qu'au Kenya c'était pire, en Côte d'Ivoire c'était aussi difficile, et dans certains pays, etc., où les populations sont massacrées. Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous disons, bon, attention, vous qui êtes à la base, qui êtes des auteurs intellectuels et matériels de tous ces massacres des populations, nous avons déjà un instrument, une instance. C'est pas la CPI. La Cour pénale internationale, pour nous Congolais, pour dire attention, ne dites pas que c'est africain, c'est orienté, etc. Puisque quand vous tuez vos propres frères, vous les massacrez, vous marchez sur les valeurs de dignité humaine, nous, Africains, nous, Congolais, nous allons aussi recourir à cette Cour pénale internationale et défendre les intérêts de nos frères que vous avez tués, que vous avez massacrés, etc. Et là, c'est une juste mesure, et c'est ça le rôle que nous, défenseurs des droits de l'homme, africains, congolais, nous avions joué. Voilà pourquoi... N'est-ce pas être naïf? Parce que Bosco Tangana n'a jamais été livré à la Cour pénale internationale, il y a Kunda Batouare non plus, il y a les seigneurs de guerre qui sont dans les gouvernements et des institutions républicaines. Voilà. Ils sont là et vous parlez encore... Tout à fait. Oui. Mais quand on en parle encore, quand on soutient, c'est puisqu'il y a des gens qui soutiennent les dossiers et qui les défendent, ces gens-là, les Nkunda Batouare, les Bosco Tangana. Mais ce sont les gens qui tiennent les pouvoirs, qui ont les rênes du pouvoir à Kinshasa, à Kigali, etc. Et c'est pour cela que je vous dis qu'on a besoin d'un leadership au Congo qui puisse travailler dans le sens de la promotion et de la protection des valeurs humaines, ou si vous voulez, les droits humains, etc. Donc nous nous battons et nous voyons les obstacles, etc. Mais si on a des bons leaders, soucieux du bien-être de l'homme, et qui se battent pour les valeurs, je crois qu'ils ne vont pas protéger des gens qui sont vraiment... Mais Ponsampou, supposons demain, Joseph Kabila baboise le pouvoir. Il est battu aux élections et il ne fait pas partir. Il a l'armée, il a les armes, il a les canons, il a de l'argent, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous allons continuer à faire notre travail. Mais je crois qu'on a tous... la Constitution nous permet de dire, bon, il faut désobéir. Je crois que c'est l'article 64 de notre Constitution. Oui, s'il a lieu de prendre même des armes, c'est marqué même au niveau de cet article d'ailleurs. Bon, mais écoutez, il faut par tous les moyens défendre son pays, défendre son peuple. Et si on constate que les dirigeants qui sont là ont trahi, le peuple est en droit de se soulever, de chasser, carrément de chasser ces gens-là, etc. Alors de chasser ces gens-là, on a une deadline qu'on appelle une date limite, la date que tout Congolais attend, le 6 décembre. Bon, au colloque, nous avons dit, nous avons examiné le plâtrage qui est en train de se monter là-bas, notamment la CENI avec son calendrier. Le calendrier qui est irréaliste et qui est anticonstitutionnel, pour la simple raison que le travail qui est prévu à réaliser pour arriver à ces élections va même dépasser concrètement, techniquement parlant. Constitutionnellement, donc on sera hors constitution. On est déjà hors, puisqu'ils ont confondu ce qu'on appelle la convocation
de l'électorat, y compris les candidats, et la convocation du scrutin, le vote proprement dit. Ils ont calculé les 90 jours avec cette confusion-là des termes techniques en matière d'élection, d'où leur manque de professionnalisme, etc. Mais ils ont déjà, avec ces calendriers, ces indications-là, si vous voulez, violé les délais constitutionnels qui sont prévus. Bon, tout ce qu'ils font, c'est tout simplement essayer de décrisper l'environnement. Si on peut avoir des élections, si on peut disons, programmer les élections, les résultats le 4 décembre, vous pouvez encore un tout petit peu attendre, etc. pour la passation et tout ça. On comprend qu'ils sont en difficulté, on comprend qu'ils veulent vraiment tirer la couverture de leur côté. Mais voilà pourquoi nous disons que le 6 décembre, si on veut bien décrisper l'environnement sociopolitique qui est crispé actuellement et qui le sera davantage dans les prochains jours, il faudrait aller vers la conversion radicale des mesures à prendre, toutes affaires cessantes maintenant, notamment en demandant à la communauté internationale de s'impliquer et confier une tâche spécifique à la MONUSCO, à la MONUSCO, notamment une tâche qui consisterait à lui doter le rôle de certification des résultats de ces élections. Et bien sûr, qui dit certification des résultats veut aussi dire certification des autres étapes, l'enrôlement, etc. Et également confier à cette MONUSCO le rôle de sécurisation du processus électoral et enfin essayer d'avoir un mandat spécifique à confier sur la question des élections à cette communauté internationale qui est déjà présente. Monsieur Colsampo, mais il y a une question que je poserai là par rapport à la ONU qui a une déclinaison MONUC après MONUSCO, tout ça. On ne sait pas que ça va devenir. La MONUSCO, oui, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, c'est ça que j'allais revenir. J'ai dit, aux yeux, au sud, tout le monde, la MONUSCO a assisté à des massacres, a assisté à des viols organisés, et même elle a participé aux viols. Et aujourd'hui, vous parlez de cette institution qui doit... Mais attention, enfin, disons, la nature a horreur du vide, dit-on. Bon, il y a une situation, élection. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui pensent qu'il faut la méthode forte. Il faut le printemps arabe en RDC, etc. Il y en a qui disent ça. Mais nous restons sur le plan légaliste pour dire, ok, c'est un droit, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du bourbier? Il faut que toutes les parties prenantes à ces élections aient d'abord confiance dans le processus, ce qui n'est pas le cas actuellement, le processus électoral actuel. Ce n'est pas le cas actuellement, on n'a pas la confiance de toutes les parties. Il y a l'opposition qui dit par exemple non, les conditions ne s'y prêtent pas, bien sûr on va y aller, etc. Il y a la société civile qui gronde, la vraie. Qui gronde parce que la CENI elle a été exclue, on va y revenir là-dessus. Bon, et nous qui essayons de voir, examiner le préalable de ces élections, nous constatons que le maximum ou le minimum des conditions ne sont pas réunis, tout est bâclé, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi les Congolais, l'étranger. Oui, qui sont exclus. Qui sont exclus et qui sont dans la mouvance Kabila dégage. Alors, nous disons ceci. Pour décrisper cet environnement-là et recréer la confiance de tous les acteurs, toutes les parties prenantes, il faut confier une tâche, la tâche dont je vous ai parlé là, à la communauté internationale. On peut utiliser, si vous voulez, la MONUSCO ou quoi, ils trouveront des termes. De deux, il faut que la question de sécurisation soit résolue puisque nous n'avons pas d'armée. Comment les gens vont faire la campagne électorale, la sensibilisation pour la société civile, des électeurs sur des standards acceptables, etc. Comment les électeurs vont se déplacer pour
voter, etc., aller s'inscrire, etc., sans difficulté, etc. Voilà pourquoi on devrait trouver une solution au problème de la sécurisation. Et on devrait aller au-delà, puisque lorsqu'on recrée la confiance, en confiant des tâches spécifiques à l'ONU ou à la communauté internationale qui doit s'impliquer dès maintenant, cela décrispe l'environnement et crée tant soit peu une confiance dans le processus. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait que la CENI, la commission dite électorale nationale indépendante, soit ouverte, réouverte à ceux qui ont été exclus, notamment la société civile. La société civile le parti, et même le parti, oui, l'UDPS, le parti de l'opposition institutionnel, extra-parlementaire, etc. Mais lorsque vous parlez de la société civile, attendez, c'est la vraie société civile. Laquelle? Celle d'en haut ou d'en bas? Pardon? La société civile d'en haut ou d'en bas? Mais ça dépend. Ça dépend. Écoutez, ça dépend. Si en haut, on a des bons représentants. En bas, dans les petites structures, on prendra cette société civile qui est à côté du peuple, etc., qui travaille pour le peuple. Là, je vois les organisations de défense des droits de l'homme, je vois les comités de base de certaines confessions religieuses, etc., qui ont vraiment pignon sur rue, etc. C'est cette société civile qui a été oubliée, dont je parle, mais qui a été aussi oubliée aux élections de 2006, puisque je vous ai dit ici comment on a placé à la tête des prédateurs à ces niveaux-là. Donc il faut ouvrir cette CENI-là. Donc l'ensemble de toutes ces propositions peut donner, disons, recréer la confiance dans le processus, et là on peut avancer. Mais il faut que ça se fasse maintenant. Maintenant. Bon, il y en a qui pensent également que, voilà, il faut peut-être un gouvernement technicien. Mais là, nous disons non. Là, nous disons non. Mais écoutez, c'est ça ce que les gens avancent. Mais ils sont minoritaires, etc. Tout à fait. Mais Paul Sampo, hier, à l'Assemblée nationale, il y a eu quand même les 16. Il y a eu quand même les directeurs des cabinets de Ngoï Mulunda, le président de la CENI, qui étaient présents, mais on comprend que les joséphistes étaient à fond, ils n'ont pas parlé, etc. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parler avec lui, soit en aparté, pour lui dire cette recommandation que vous venez de faire, que la CENI doit être ouverte à la société civile congolaise? Malheureusement, ils sont partis en catimini comme ils sont venus. Et il n'y a eu que quelques compatriotes qui nous ont dit qu'ils étaient là. J'ai eu à échanger un peu avec Jean-Jacques Njoli pour lui dire que vous êtes en train de prendre la responsabilité qui a été celle des institutions passées, y compris la CI. Et aujourd'hui, vous devenez porteur de tout ce qui arriverait en mal par rapport aux élections, tout ce qui arriverait en mal à nos compatriotes, notre population. Donc, vous serez un jour responsable de ce qui arrive, etc. Bon, malheureusement, il n'a pas pris la parole. Ils n'ont pas pris la parole. Ils devaient accepter le débat ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a eu aussi la même activité pratiquement aux États-Unis d'Amérique, où les tableaux qui a été peint aux États-Unis est le même, un tableau négatif par rapport à la préparation des élections. Et là, Daniel Ngoï Mulunda avait pris parole et n'avait pas convaincu aux États-Unis d'Amérique, etc. Donc le problème est là. Je crois que tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites comme travail, ils ont accès à toutes ces informations. Et c'est à eux de voir comment intégrer toutes ces critiques, etc., dans ce qu'ils font comme travail et s'ouvrir. Mais Paul Sampo, vous avez eu une proposition que j'ai trouvée géniale, c'est celle d'auditer la commission électorale indépendante de l'abbé Malumalu, enfin le travail que cette commission avait fait de 2003 à 2006, mais vous êtes limité à l'enrôlement des citoyens. Pourquoi ne pas auditer aussi par rapport au financement qui ont été accordés à la commission électorale indépendante pour savoir qui a donné quoi
Et où est parti cet argent? Vous savez, au colloque, on était limité. Oui. On avait 15 minutes d'intervention tout au plus. Et j'avais même dit que je n'étais pas limitatif dans ce que j'avais donné comme proposition et intervention. Donc quand je parle de l'audit, c'est le travail qui a été fait, puisque jusque-là, le travail de la CI n'a jamais été sanctionné par un rapport financier, un rapport général, etc., d'audit, etc. Donc on peut étendre cet audit à d'autres aspects financiers et autres, puisque la CENI, nous leur avons dit, nous leur avons envoyé des documents pour dire, avant de commencer le travail, vous devez exiger un audit de tout ce qui a été fait, sinon vous risquez d'étirer, de prendre la responsabilité de toutes les casseroles qu'a traîné la CI de Malo Malo, etc., jusqu'à ce jour. Nous leur avions dit ça, mais malheureusement, on constate qu'ils ne font pas ce que nous leur avons demandé ou suggéré. Monsieur Paul Sampo, il y a la tension assez palpable en RDC, et là on a suivi, en suivant l'intervention, le colloque d'avant-hier, avec l'intervention de M. Noé Mamère, on voit les tableaux sombres. Il n'a pas mâché ses mots, il a été clair, vraiment dans sa dialectique, même dans sa rhétorique, même pas la rhétorique, dans l'explication de la situation de la RDC. Et là, on s'approche vers un clash. Là, on voit, il y a un clash. Donc, il y aura la somalisation de la RDC, là, on voit. C'est possible, c'est un schéma, mais si les acteurs qui sont au pouvoir, qui sont dans l'opposition, les acteurs que vous êtes, votre voix compte, si on peut éviter les clashs avec les conséquences que vous connaissez, il faut s'inscrire honnêtement sur la voie qui puisse tendre à décrisper et à travailler pour que les minimums des conditions des libertés de transparence des élections soient démises. Autrement, on va vers ce clash. Alors, les recommandations, M. Sampo, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme planimétrie, comme recommandation par rapport à une élection ou des élections apaisées? Bon, c'est simple. Hein? Pour moi, il faudrait recréer la confiance de tous les acteurs, y compris et surtout des électeurs que nous sommes, dans le processus que l'on est en train de plâtrer. Alors pour cela, il faudrait rassurer toutes ces parties en mettant en place un système qui sécurise tout le monde, les électeurs comme les candidats, sans discrimination aucune. Donc la sécurisation, qui peut faire cette sécurisation, pour le moment, qui peut nous aider? Les bailleurs de fonds. La communauté internationale, si elle est sincère, comme vous avez vu, Noël Mamère a dit, il faut qu'on prévienne les bailleurs de fonds de la communauté internationale, etc. Bon, il faudrait absolument revoir même le système, puisque on l'a déjà violé en instituant un système d'un seul tour, etc. C'est vraiment créer les germes des conflits, à supposer que celui qui est élu l'a été avec 10%. Et qu'est-ce que vous en faites avec la légitimité du pouvoir, Très bien. Oui. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui tendent à dire que nous allons vers le clash, etc. Bon, alors pour éviter tout ça aussi, il faudrait que concrètement, on ait un pouvoir organisateur des élections, responsable, pas politisé, etc. Et là, il faudrait qu'on l'ouvre, qu'on la refasse, si vous voulez. Alors, les deux créneaux, présence d'une communauté internationale, avec un rôle bien spécifique pour les élections, les accréditations, la sécurisation, etc. Et une commission électorale performante, non politisée. Ce sont là deux éléments qui peuvent donner les déclics afin que tout l'appareillage avec le soutien de la société civile, avec le soutien des acteurs politiques, avec les électeurs, on puisse avoir foi dans ce qui va se mettre en œuvre pour que les élections soient
Bon, c'est le minimum que l'on puisse faire. Autrement, si on ne le fait pas, on va tout droit devant un mur. Devant un mur, puisque la fois passée, la société, en 2006, la communauté internationale s'était impliquée, a même contraint les Congolais à accepter ce que l'on a accepté, etc. Mais aujourd'hui, cette même communauté internationale se rend compte que on a échoué, etc. Donc il faudrait que cette communauté internationale qui donne les 40% et même Pardonnez-moi, plus que ça... Freddy, une dernière question. Les élections de 2006 ont été une élection où la communauté internationale s'est investie avec l'argent, avec Louis Michel, je parle bien, les appareillages, le matériel, tout ce qu'il faut, des hommes, les hommes du Morillon, Aéroport, tout ça, etc. Et qui disait même... Mordicus, celui qui toucherait à ces élections, il aura affaire à moi. Donc il représentait la France. Et la France était là le 16 aussi, vous savez, à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les discours du représentant de Quai d'Orsay. Et c'était un peu un discours complice. Oui, c'est la diplomatie. On comprend son gène, etc. Alors aujourd'hui, il donne des miettes à la RDC. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus confiance à ce président? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vous dis qu'on n'a plus confiance dans les systèmes incarnés par ce président. Le système a montré ses limites, etc. Voilà où nous en sommes. Ne fût-ce que pour organiser techniquement une élection. Le résultat est négatif, pour ne pas parler des autres secteurs, etc. Cette communauté internationale est en train de regarder comment les acteurs politiques vont gérer. Si ces acteurs politiques, les dirigeants politiques congolais, etc., ne gèrent pas bien cette dispensation, mais je crois que cette même communauté internationale risque de soutenir les revendications d'une population qui veut en finir une fois pour toutes. Et évidemment, il y a des éléments qui nous aident. Des éléments exogènes, par exemple. Tout ce qui se passe dans la diaspora, tout ce qui se passe dans le pays du Maghreb et Moyen-Orient en termes de revendications, etc. Ça fait réfléchir les États, etc. par rapport à leurs relations bilatérales, multilatérales avec notre pays, etc. Donc, saisissons la balle au bon. Et voyons ce que nous pouvons faire pour sauver le pays. Nous allons vers la fin. Je vais laisser la parole à Freddy pour deux questions, par exemple, pour clôturer notre débat. Merci Roger. Paul Sampo, vous parliez tout à l'heure de la sécurisation des acteurs politiques. Nous savons que lorsqu'il y a des élections, il faut aussi la libre expression. Vous savez très bien que la RTNC est complètement caporalisée par les pouvoirs. C'est un média qui n'est pas public, elle est étatique, au service des joséphistes. Vous savez très bien que les présidents de la République, les premiers ministres, les gouverneurs, les sénateurs, les députés, les ministres ont chacun une radio, une télévision, un journal. Comment voulez-vous, dans cet état d'esprit, aller aux élections en se disant qu'il y aura la libre expression? Maintenant, on sait très bien que les joséphistes ont tripatouillé la constitution de Liège pour qu'il y ait un tour. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci d'avoir un débat entre les deux candidats, débat qui nous a été privé en 2006 par Modeste Mutinga, avec la haute autorité bien entendu, a reçu comme récompense le poste des rapporteurs. Moi, je pense que toutes ces questions, il faut les poser à Guy des droits. Et à Guy des droits, c'est qui? C'est pratiquement il faut poser toutes ces questions-là, passez-moi ces petits dérangements, poser toutes ces questions aux responsables, etc. Le tableau que vous peignez là, c'est le même tableau que nous avons peint pratiquement au colloque, etc. Nous savons que les médias d'État sont confisqués, il n'y a pas de liberté fondamentale d'expression, de déplacement, d'association, etc. Et nous savons que le tableau de ce côté-là est médiocre. Donc, comment on peut aller aux élections dans un tel cadre? Mais nous prenons les minimums des conditions possibles sur lesquelles on peut créer d'autres conditions. Si par exemple, nous avons parlé de
mise en place de la haute autorité des médias, etc., qui va regarder maintenant comment fonctionnent les médias et la répartition du temps d'antenne, des candidats, etc., la campagne et tout et tout. La sécurisation du processus électoral n'est pas seulement la sécurisation des candidats, c'est la sécurisation, je le répète, également des électeurs, des acteurs et même de ceux qui accompagnent les journalistes, la presse et tout et tout. Tout ça, ça entre dans le paquet de la sécurisation dont je parlais, qu'il faut confier à un organe dès lors que nous n'avons pas une police et une armée au service du Congolais, etc. Une armée républicaine, une police vraiment qui veille aux droits des Congolais, qui protège les Congolais. Non, nous n'avons pas tout ça. Mais alors, tout est presque à rebâtir. Voilà pourquoi je dis, si cette élection peut nous permettre de relancer un leadership qui puisse nous permettre de reconstruire le pays sur des bases acceptables, voyons ce qu'on peut faire, voyons ce que pour que ce leadership soit de mise. Ma dernière question serait, vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, qui est internationale bien entendu. Votre candidat, votre meilleur candidat, c'est qui? C'est celui-là qui va pratiquement, disons, œuvrer pour la mise en place dans son programme d'action des piliers de la démocratie, y compris le pilier de la justice. C'est celui-là qui présenterait un tel profil que nous aurons à soutenir pour relancer ce pays, et promouvoir et défendre les valeurs de dignité humaine en général, les valeurs des droits humains en particulier. Alors, en tant que membre d'une organisation internationale qui travaille sur les valeurs, je me réserve le droit de ne pas citer les noms, puisque je suis moi-même congolais. Quand je serai dans l'urne, si on me le permet, si la diaspora peut voter, je choisirai un candidat qui répondrait à un tel profil. Alors, le mot de la fin, Paul Sampou? Le mot de la fin que mes compatriotes qui se disent de la société civile, nous avons lu leurs analyses, nous échangeons avec eux, on comprend qu'ils sont vraiment dans une situation difficile, menacée, etc. On comprend leurs analyses, mi-figue, mi-raisin, mais quand nous sommes au téléphone, ils me disent, dans d'autres enceintes, la réalité du pays. Qu'ils prennent leur courage, qu'ensemble, ils prennent ce courage pour démystifier la dictature qui s'est mise en place, puisqu'à l'époque, nous, à la FIDH, nous avions produit un rapport de parcours pour dire qu'on était dans la dérive autoritaire. Et aujourd'hui, avec tous ces assassinats-là, quand on parvient à tuer un type comme Chebeya, qui constitue en lui-même un mécanisme de protection des acteurs, quelle qu'en soit leur couleur politique, etc., c'est trop osé. Et il y a trop de sang, trop de cadavres dans le placard d'un régime qui n'a qu'une dizaine d'années, etc. Et alors, il est grand temps vraiment de se réveiller, trouver une voie d'ingéniosité pour aider notre pays. Prenez votre courage, ensemble, nous pouvons aider ce pays. Voilà mon message vis-à-vis de ces gens qui se disent stratèges de la société, de notre communauté. En tout cas, Paul Sampou, nous vous remercions. Afrique Rédaction, avec Roger Bongos, qui en même temps est président de l'AJS, l'action de journalistes de l'espace Schengen, et moi-même, vous remercions sincèrement d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Merci, mes frères.